ces États qui utilisaient l'islam comme un repère identitaire. Un changement arrive. La Russie n'a pas d'empire colonial traversé par une mer, contrairement à l'Empire britannique ou à la France. Et son expansion naturelle se fait vers les Émirats d'Asie centrale. Il y a des guerres très sanglantes, puisque ce sont des guerres qui sont symétriques, avec des armées qui s'affrontent, et parfois des défaites russes. Alors il y a une soumission, mais il n'y a pas de conversion, afin d'éviter un enlisement et puis des fronts multiples. N'oublions pas, la Russie est parfois en guerre avec des États européens, voire même des États extra-européens, comme la guerre russo-japonaise. Et puis il y a un encouragement de l'islam étatique de ces pays-là, afin de ne pas avoir une atomisation, entre guillemets, des voix de l'islam, qui pourrait être contraire à la parole impériale russe. Et puis il y a une centralisation vers Tachkent. En effet, chers auditeurs, vous savez peut-être qu'à Tachkent, vous avez un des plus anciens exemplaires du Coran. Et la Russie a changé à ce moment-là son centre islamique, qui était Kazan, du fait de son histoire, en Tachkent. Arrive la révolution d'octobre et la période qui allait devenir l'Union soviétique. Donc au début, il y a eu une autonomie. Une autonomie de ces populations musulmanes. Lénine a fait tout pour céder aux revendications de ces populations. Et il voulait les convertir à la révolution. Mais néanmoins, ces populations n'étaient pas intéressées. Ils voulaient l'indépendance. Et ils voyaient les Russes comme des colonisateurs. Donc finalement, il y a eu une répression. Et puis il y a une colonisation de fait. Donc une colonisation pour les cadres, pour les agents de maîtrise, les policiers. Et après, il y a eu une colonisation pour faire fonctionner l'État. C'est-à-dire, ils ont pris des ouvriers slaves en pleine ville de ces populations-là. Puis après, il y a eu les déportés politiques des différentes républiques qui se sont accumulés dans ces républiques, notamment les Ukrainiens. Entre 1922 et 1945, l'islam a été mis sous cloche en Union soviétique. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Là, Staline utilise, comme il utilise l'Église orthodoxe, l'islam de l'Union soviétique afin de faire une djihad contre l'ennemi allemand. La vérité, c'est qu'il craignait qu'un certain nombre de populations passent à l'ennemi. Et après la Seconde Guerre mondiale, voyant que le tiers-monde et la décolonisation arrivent, la politique soviétique a utilisé le fait qu'ils avaient des populations musulmanes afin d'avoir des canaux pour séduire certains États qui venaient d'arriver à l'indépendance. Bon, ça a eu quand même, ça a été très limité parce qu'un certain nombre de pays du tiers-monde ont choisi, par exemple, d'être des républiques islamiques. Il y avait une méfiance de la part de l'Union soviétique et du bloc soviétique. Arrive l'année terrible pour l'Union soviétique en termes religieux. C'est 1979. Vous avez la révolution islamique en Iran et vous avez la guerre en Afghanistan. Donc les anciens combattants d'Afghanistan, souvent c'était des Slaves, parce que l'Union soviétique avait peur qu'un certain nombre de populations fraternisent, et a raison, parce qu'il y a eu des mutineries, notamment de soldats tadjiks. Donc beaucoup d'anciens combattants, qui étaient souvent des Russes, des Ukrainiens ou des Biélorusses, ont eu une très forte islamophobie en revenant de la guerre d'Afghanistan. Et ce qui explique pas mal de comportements qui se sont passés après justement cette guerre d'Afghanistan. Il y a aussi le problème démographique de l'Union soviétique. La population slave de l'Union soviétique avait tendance à augmenter légèrement. Par contre, la population issue d'Asie centrale et des autres républiques musulmanes avait tendance à augmenter, à avoir une démographie à l'africaine. Arrive justement la troisième révolution russe. Boris Yeltsin s'oppose au coup d'État contre Gorbatchev. Boris Yeltsin, qui était le président de la Fédération de Russie soviétique, s'impose en nouveau maître du Kremlin. Gorbatchev ne peut plus lutter contre lui une fois revenu au pouvoir. Et la première chose que Boris Yeltsin a fait, c'est le traité de la Fédération. Seulement, 2 républiques refusent d'intégrer la Fédération de Russie.
La première, c'est pour des raisons politiques. C'est le Tatarstan qui a tendance centrifuge de la République et c'est devenu un centre de renaissance islamique du fait de l'indépendance et la dissolution de l'Union soviétique. Néanmoins, la population tatar est une minorité russifiée qui se voit une minorité modèle. Le problème est politique et celui-ci est réglé, on va dire, politiquement, sous un modèle. Celui qui ressemblerait le plus, c'est le Canada et le Québec. Et le temps donna raison, puisqu'il n'y a pas de problème majeur au Tatarstan. Il y a des problèmes, on va dire, de répartition de richesses, parce que le Tatarstan a des ressources pétrolières. Et un problème, on va dire, où les Tatars peuvent devenir minoritaires dans leur propre république. Ça leur pose un souci. Le deuxième, beaucoup plus connu, la deuxième république, c'est la Tchétchénie. En effet, 2 guerres sanglantes. Depuis 1991, la République n'obéit plus à Moscou. Un général est arrivé à la tête, le général Johar Doudaev. Celui-ci fait sa propre république islamique au sein de la Fédération de Russie. Donc il y a 2 guerres sanglantes, celle de 1994 qui s'est terminée par un désastre vis-à-vis de la Russie en 1996 et 1999. Cette guerre débordait au Daghestan. Et là, cette fois-ci, il y avait la constitution de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'émirat islamique qui voulait se constituer en cannibalisant même l'ancienne République islamique. C'était une situation qui était intolérable pour Moscou. Et Moscou envoya justement toutes ses forces pour vraiment soumettre cette République. Au niveau de quelque chose de très connu de la Nouvelle-Russie, c'est le crime organisé. La population musulmane avait sa propre mafia ethnique. Alors, c'est pas les mafias musulmanes, attention. C'est des mafias ethniques qui étaient, c'était des ethnies qui étaient musulmanes. Je donne pour exemple la mafia tchétchène, l'Okshishna. Ils étaient musulmans parce que tchétchènes. Vous aviez des mafias daguestanaises. Et vous aviez des mafias tatares qui, justement, mettaient, on va dire, en valeur leur identité tatare et de fait l'islam. Le cas de Moscou, c'est que le pouvoir a tout fait pour que ces mafias ethniques ne prennent pas trop d'importance, même en prenant des mafias qui venaient de Sibérie et en les soutenant. Le cas de Saint-Pétersbourg est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus classique et beaucoup plus simple. Vous aviez un gang qui s'appelait Tambov Gang, qui a été soutenu très fortement par la mairie de Saint-Pétersbourg, qui était à l'époque tenue par Anatoly Sobchak, le mentor de Vladimir Poutine. Qui a été le mentor de Poutine, en tout cas. Alors, mentor, bon, c'est un peu plus complexe que ça. Mais c'est surtout les relations de Igor Sechin et du général Patrouchev. Donc, Igor Sechin, c'est un membre du GRU, le service de renseignement militaire, et le général Patrouchev, c'est un général du KGB. Et ils ont soutenu très fortement la mafia, le Tambov Gang, dont appartenait Yevgeny Prigojine, pour justement chasser les mafias tatars qui voulaient s'implanter. Alors à savoir que le Tambov Gang, c'est une mafia essentiellement slave, où l'intronisation se faisait dans une église. Et un certain nombre de mafias slaves ne voulaient pas que leurs membres soient d'une autre religion que le christianisme orthodoxe. Et ils voyaient d'un mauvais œil l'islam, parce qu'ils se disaient que c'est des gens qui avaient quelque chose au-dessus d'eux. Et ils ne fonctionnaient pas pareil. Donc il y avait une méfiance. Et puis il y avait aussi les interdits qui leur posaient un problème. Vous avez aussi dans la Nouvelle-Russie l'immigration. Une explosion de celle-ci venant d'Asie centrale, qui est majoritairement musulmane. Et une dernière chose qui était importante, à savoir dans ces années 90, c'est la réaction de Boris Yeltsin. Boris Yeltsin avait besoin du vote des Tatars. Et donc il a fait une promesse, c'est de reconstruire la mosquée de Kazan. Donc il a promis, si je suis réélu, je reconstruis la mosquée de Kazan. Donc la mosquée Al-Sharif. Donc cette mosquée a été reconstruite en 2005. Une mosquée très belle, avec un dôme bleu. Vous pouvez voir ça sur Internet ou dans les atlas, ils sont assez récents. Il y a une université islamique aussi, à Kazan. Alors, tout cela, c'est un défi pour la Russie. Est-ce que c'est un problème interne? Donc c'est la démographie pour la gestion de ses minorités, et c'est la démographie pour la gestion de son immigration.
Il y a aussi un problème de son identité européenne ou eurasienne. C'est-à-dire que la Russie, n'oubliez pas, son symbole, c'est un aigle avec 2 têtes. Et la Russie, depuis que le Kazan a été pris par l'Empire russe, elle se veut être à cheval entre 2 États. Et puis, c'est un défi interreligieux, puisque la Russie est un pays largement orthodoxe. Et il se veut être la 3e Rome et pas la 3e Mecque. La 2e étant peut-être Istanbul, mais il ne veut pas être la 3e Mecque. Ça, c'est sûrement pas le cas. Ça participe pas de leur identité. Ils acceptent, ils assimilent leur russe de confession musulmane, même si c'est des ethnies non slaves, hein, si j'ai bien compris. Alors, ils les assimilent pas, mais c'est pas l'identité, le cœur de l'identité, voilà. C'est pas le cœur de l'identité. C'est une greffe qui prend plus ou moins bien, mais c'est pas le cœur de l'identité. Alors c'est une greffe qui prend plus ou moins bien ça dépend des populations. C'est-à-dire qu'avec les Tatars, c'est la minorité modèle. Donc et vous avez un certain nombre chez les Tatars de conversions, notamment des femmes qui se convertissent à la religion orthodoxe. Par exemple, vous avez Alia Mustafina, la célèbre gymnaste, qui est orthodoxe. Vous avez... Qui est toujours la compagne... Non, vous confondez. Ah, je confonds. Vous confondez avec Alina Kabaeva, qui est l'ancienne maîtresse de Vladimir Poutine. Ah, donc vous répondez à ma question cancan. Non, elle n'est plus la compagne. Non, elle n'est plus la compagne. Vous avez d'autres... Alors après, vous avez d'autres ethnies où la pénétration du christianisme est timide, mais existante. Par exemple, au Daghestan, vous avez 2 personnes qui sont connus pour être des Dagestanais d'origine musulmane, qui sont chrétiens. Vous avez le président actuel du Daghestan. En fait, il est issu d'un couple mixte. C'est un ancien général de la militia russe, donc de la gendarmerie russe. Et vous avez Elena Isanbayeva, qui était sauteuse à la perche, qui, elle, c'est son père, qui est du Daghestan. Donc elle est chrétienne farouche et elle porte une croix et on lui avait plusieurs fois posé la question pourquoi elle n'était pas musulmane. Elle avait dit je suis russe. Alors à l'inverse aussi, vous avez des gens d'ethnie dite musulmane qui ne sont pas musulmans. Exemple, vous avez le joueur de tennis Marat Safin qui a dit qu'il ne se mettait pas dans une case religieuse. Donc il a dit non, je ne suis pas musulman parce que je n'ai pas de religion. Je crois en Dieu. Vous avez quelques personnes qui ont donc qui pratiquent la liberté de conscience à ce point-là. Oui, parce que c'est le modèle aussi. C'est le modèle qui veut ça. Vous avez une sécularisation qui est très forte dans ces pays-là, très très forte. Vous n'avez pas ça dans les pays du Maghreb. Voilà, non, mais les pays du Maghreb n'ont pas. Est-ce que vous avez fini parce que Ah non, il y a d'autres. Bon, alors, je vous laisse parler parce que sinon vous n'aurez pas le temps de finir votre présentation aux auditeurs qui quand même ce qui les intéresse. Et moi, je garde mes questions. Alors, par rapport à une autre chose, parce qu'on critique beaucoup le soutien de Vladimir Poutine à la Tchétchénie a l'obligation d'autoriser les conversions de musulmans à la religion orthodoxe. Donc le président de Tchétchénie a lui-même payé de ses propres deniers un certain nombre d'églises et une cathédrale. À Grozny, vous avez une cathédrale. Donc jamais, depuis la fin de l'Union soviétique, il y a eu autant d'églises en Tchétchénie. Il y en a 14. J'en ai répertorié 14. 14 qui sont flambant neuves. Alors, bien sûr, il y a des pressions sociales sur les gens qui voudraient abandonner l'islam en Tchétchénie. Mais au moins, vous n'avez pas une prohibition, comme dans certains États qui sont plus proches du sécularisme. Par exemple, je pense à la Syrie. À la Syrie, les conversions de musulmans au christianisme sont très compliquées. Très, très compliquées. L'Égypte, pourtant, ce n'est pas les pays les plus islamisants. Alors, vous avez une évolution économique qui est la plus intéressante quand même, parce que vous avez le forum de Kazan. Alors, j'ai bien lu, j'ai bien regardé les conférences. En 2024, on voit qu'il y a une promotion du marché halal à l'échelle régionale par la Russie. Donc, depuis plusieurs années, la Russie s'est positionnée comme un acteur majeur de ce marché.
Si vous achetez des produits russes avec de la viande, vous pouvez voir les tampons halal sur certaines viandes. Alors, pas la viande de porc, bien entendu. Et puis, vous avez la présence significative d'entrepreneurs musulmans russes, ainsi que des migrations de travailleurs en provenance d'Asie centrale qui ont contribué à positionner la Russie comme un acteur régional du marché halal. Et vous avez une Russie qui déploie une stratégie proactive pour promouvoir le marché halal en se présentant un élément clé de sa diplomatie économique et de ses relations internationales. Vous avez la finance islamique aussi. Donc un certain nombre de banques sont estampillées finance islamique. Des banques d'État, des banques privées. Vous avez des universités privées ou même d'État islamiques qui proposent un certain nombre de formations sur la finance islamique. Et donc c'est bien mis en valeur. Alors il y a un but, c'est une politique extérieure de la Russie. Donc c'est d'abord la haine de l'État islamique qui est vue et qui est une créature des anglo-saxons. Et puis il y a une approche très différente des États musulmans de l'ex-Union soviétique. Ils sont beaucoup moins sur, on va dire, un paternalisme néocolonial. Donc qui était, bon, avant, c'était l'idéologie du monde russe, c'était imposer vraiment la culture russe par notamment linguistique. Et là, c'est tourné vers une politique plutôt eurasienne, l'accent d'une diversité et d'une reconnaissance une reconnaissance de la diversité religieuse et ethnique de la région. Alors ne n'y trompons pas, c'est je respecte la minorité musulmane, en échange, respecte mes chrétiens. Donc ça marche dans les deux sens. Alors la Russie se positionne de manière plus globale comme faisant partie d'un sud global et du monde occidental qui explique qu'elle ne cherche pas à imposer une identité russe propre, mais c'est un canal pour imposer un certain nombre de choses. Il y a bien sûr l'incorporation dans les instances internationales musulmanes. Donc, on a parlé de l'organisation de la conférence islamique. Et puis, la recherche de nouveaux alliés. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes parce vu la crise au Moyen-Orient, la Russie tend la main à un certain nombre d'États musulmans. Et un certain nombre d'États musulmans sont parfois très agacés de la politique occidentale au Moyen-Orient et voient en la Russie des nouveaux partenaires. Et surtout, quand ils voient aussi la guerre en Ukraine, leur cœur balancerait plutôt du côté russe quand on voit l'implication parfois un peu surprenante de l'Europe dans cette région. C'est-à-dire soutenir les rebelles dits modérés en Syrie, ce genre de choses qui font un peu peur à un certain nombre d'États musulmans. Donc je crois que j'en ai terminé pour l'instant et je crois qu'il va y avoir un certain nombre de questions qui vont m'être posées. Alors déjà, docteur Le Borgne, est-ce que vous avez des questions à poser à François? Oui, le Tadjikistan, c'est des